l'apéro des carreaux spécial Thibaut Bérard. Merci d'être avec nous. Coucou Thibaut. Bonsoir. Alors, tu as 2 actus. Les enfants véritables aux éditions de l'Observatoire. Et puis, la sortie tant attendue du Poche, il est juste que les forts soient frappés, qui est sorti chez J'ai lu. Voilà, on va parler de tes 2 actus ce soir. On va commencer par la petite question qu'on pose à chaque fois. Qui es-tu? Comment es-tu venu à l'écriture? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Ok. Alors, qui suis-je donc? En fait, jusqu'à très récemment, je me présentais essentiellement comme un éditeur, en fait, parce que c'est comme ça que mon rapport au livre s'est concrétisé de façon claire et nette. Donc moi, je suis éditeur depuis presque 15 ans aux éditions Sarbacane. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que quand j'étais gamin, j'étais vraiment l'écrivain de la famille, quoi. Donc je me destinais à ça. D'ailleurs, quand j'avais 20 ans, mon idéal de vie, c'était d'être babysitter et écrivain. Tu vois, j'allais garder des enfants et écrire. Et ma petite amie de l'époque m'avait dit non, c'est pas très sérieux comme plan de vie. Il faudrait que tu trouves un boulot. Et donc, elle m'a incité à faire un stage dans un groupe de presse, ce qui fait que je suis devenu journaliste au sein de ce groupe de presse pour un magazine littéraire. J'ai fait mes armes là-bas et j'ai découvert que ça m'intéressait de bosser autour du livre. Et après avoir chroniqué les livres des éditeurs pendant 2 ans, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de passer de l'autre côté de la barrière. Donc, je suis devenu éditeur. J'ai rencontré les éditions Sarbacane, j'ai créé ma collection de romans ados Exprime là-dedans. C'est une grande aventure assez géniale quand même, parce que j'ai découvert plein d'auteurs au fil des années. Voilà, c'était vraiment passionnant. Et avec tout ça, j'avais complètement oublié que j'aimais bien écrire, en fait. J'ai oublié. Parce que quand tu es éditeur, le truc, c'est que tu te consacres pleinement à tes auteurs, en fait. Donc, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Je pense que vous avez tous frisé, mais ok, c'est bon. Ah, c'est vrai. Vous avez glacé d'un coup. Et du coup, j'ai vraiment oublié, j'ai mis entre parenthèses, en fait, ce désir de création. Et c'est pas seulement que je l'ai mis de côté, c'est que l'univers de mes auteurs m'a absorbé à tel point que je n'y pensais plus, en fait. J'écrivais plus. Alors que j'ai écrit pendant très longtemps, quand j'avais 25, 26 ans, je passais mes journées à ça, en fait. Et puis, j'ai vécu un drame personnel, dont je le dis comme dès le début de l'apéro, comme ça, voilà, c'est une question qui est un peu réglée, parce que ce premier roman, Il est juste que les forces soient frappées, il est né de cette histoire, en fait. Donc, c'est drôle, parce que moi, je suis un pourfendeur de l'autofiction, en plus. J'aime pas du tout l'autofiction, c'est pas du tout ma came. La littérature française générale, dans cette veine-là, c'est même un peu contre elle que j'ai construit ma collection Exprime, donc c'est pour vous dire que voilà, je suis vraiment Christine Angot, c'est pas mon truc du tout, quoi. Mais enfin, sans la critiquer, hein, mais voilà, c'est pas mon truc, quoi. Mais indéniablement, j'avais cette histoire en moi, quoi. Et ce qui s'est passé, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai la chance d'avoir 2 personnages en moi, j'ai 2 cerveaux, quoi. J'ai une personnalité très naïve, qui ne sait rien de ce qui va lui arriver, qui apprécie la vie, et j'ai un autre cerveau qui est, lui, en revanche, très calculateur et qui comprend tout. Et ce cerveau-là, je pense qu'il savait ce qui allait se passer. Parce qu'en fait, après avoir vécu ce drame, je savais qu'il y avait une histoire à raconter là-dessus. C'est-à-dire que, même en étant éditeur, d'ailleurs, je le voyais bien, en fait. Je voyais bien qu'il y avait toute une dramaturgie, et puis des péripéties, et puis des choses belles à dire aux gens. Enfin, j'avais envie de la raconter, en fait. Mais je voulais surtout pas faire un témoignage ou un document, parce que c'est pas du tout le genre de littérature vers lesquelles je me tourne, moi, qui suis en plus un amoureux du roman d'aventure, quoi. Donc, c'était vraiment pas ça. Et puis, un jour, dans le métro, j'ai trouvé cette idée m'est venue de donner la parole à Sarah, c'est-à-dire de donner la parole à la jeune femme qui est l'avatar inspiré de ma compagne défunte, donc de lui donner la parole depuis les limbes. Et d'ailleurs, dans le métro, j'ai rédigé ça sur mon téléphone portable, en fait, et les notes, c'est assez rigolo, parce que c'est presque les lignes d'un roman comique, en fait. Ça s'appelait Journal bizarre d'une meuf très très morte. C'était un drôle de truc, quoi. C'était tout de suite, je voulais un ton vraiment décalé, en fait. Et j'ai écrit le prologue quasiment sur mon portable, dans ce trajet de métro. Et puis après, j'ai écrit un chapitre par soir, de 23h à 2h du matin à peu près, parce que j'ai 3 enfants, donc on écrit quand on veut, quoi.
Et j'ai écrit cette première version très rapidement, en fait. Et donc, j'ai basculé dans l'écriture. Voilà. Donc, maintenant, tu es écrivain. Ouais. Et maintenant, et en fait, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais plus qui, le facteur, enfin quelqu'un comme ça, je ne sais plus, qui a sonné chez nous et qui m'a dit, mais vous faites quoi dans la vie? Et j'ai dit, je suis écrivain et éditeur. Et c'est la première fois que je le disais, en fait. Parce que jusque-là, et même d'ailleurs après la parution de Il est juste, j'ai continué à me présenter comme éditeur pendant très longtemps. Maintenant que le deuxième est sorti, je dis les deux, en fait. Tu ne te sentais pas légitime de dire que tu étais auteur? Je pense que... Tu n'avais pas réalisé? Ouais, alors d'abord, j'ai pas réalisé parce que, comme je vous disais, j'ai deux personnalités, quoi. J'en ai un qui est très, très, très naïf, quoi. Et c'est quand même... avec nous ce soir, du coup, Thibaut. En fait, la plupart du temps, c'est quand même le naïf. Hein. Lui, il est là tout le temps, quoi. Et donc, c'est vrai que je mets beaucoup de temps à réaliser les choses. Enfin, cette personnalité, cette part-là, en tout cas, met beaucoup de temps à comprendre les choses. Et donc, par exemple, cette part de moi n'avait pas du tout compris que publier un bouquin pareil, qui parle quand même beaucoup de moi et de choses que j'ai vécues, allait me bouleverser. Mais moi, j'avais rien capté. J'ai envoyé ça à quelques éditeurs choisis et tout. Et je l'ai montré à quelques-uns de mes éditeurs qui m'ont dit, bon, donc c'est un truc, hein, tu vas en baver, quoi. Moi, je te dis, non, pourquoi? C'est un livre. Je comprenais pas du tout. Donc, j'ai compris après. j'ai pris le retour de vague après, quoi. Mais donc, qu'est-ce que je te disais, pardon? Oui, j'ai pris conscience, effectivement, au bout d'un an de parution du premier roman, que ça y est, c'est acquis. Et c'est vrai que le fait d'avoir pu écrire un deuxième roman derrière relativement vite m'a rassuré aussi. Donc maintenant, je l'assume. J'ai déjà un troisième roman qui est écrit de toute façon. Donc voilà, je l'ai lancé en fait. Ok. Alors, je remonte juste la couverture chez l'Observatoire. Il est juste que les forts soient frappés. Puis je vais laisser Caro et Aude en parler. Ben, on va surtout laisser Aude en parler parce qu'en fait, on est ravis de t'accueillir ce soir à l'apéro, Thibaut, parce que les livres, c'est aussi des liens entre les gens. Et en l'occurrence, ton premier roman, c'est un lien entre Caro, Aude et moi. Et c'est vrai que c'est l'apéro des Caro, mais Aude, c'est une grande fidèle. Et comme elle en parle très bien de ton roman, on aurait aimé qu'elle l'introduise. Voilà. Mais c'est Aude Boukine, c'est ça? C'est Aude Boukine. Mais oui, c'est Aude Boukine. Et on s'est fait un petit groupe toutes les trois, on s'appelle les Caraudes, du coup. Voilà. Donc ce soir, c'est l'apéro des Caraudes. Voilà. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur, hein, parce que... Donc, il est juste que les forts soient frappés. C'est l'histoire d'un couple, et Thibaut vient de l'expliquer, qui est tiré d'une expérience de vie personnelle. Et dans le livre, ils s'appellent Sarah et Théo. Ils ont déjà un premier enfant. Ils sont un couple, tel qu'on peut le rêver. Ils sont hyper complices. Voilà, ils rêvent à l'avenir ensemble. Et puis une deuxième grossesse arrive. Et avec cette grossesse, on découvre aussi une tumeur chez Sarah. Et une tumeur qui est inopérable, qu'ils appellent la tumeur Ridvo, puisqu'elle est placée, en fait, elle est très mal placée entre le cœur et le poumon. Et à partir de là, ils vont se battre ensemble, alors chacun avec leurs armes. Lui, il a ce petit côté un peu décalé, un peu fou, un peu toujours dans l'action et toujours positif et toujours à l'écoute, en fait, de ce que dit et ce que veut Sarah. Et c'est Sarah c'est l'originalité du livre, parce que j'ai trouvé une superbe idée, moi, c'est d'avoir mis Sarah comme narratrice. Donc, au début du livre, on sait que Sarah est morte, on le sait tout de suite, et elle revient, en fait, raconter des instants de vie du couple, de leur bataille, de leurs enfants, et de ce qu'il advient de son compagnon après elle. Voilà. Est-ce que j'ai bien... C'est joliment résumé. Mais oui, c'est très bien. Ça. Voilà. Alors, on va faire connaissance du coup avec les personnages. Merci Aude, c'est super. Ça nous met dans l'émotion déjà. Ça commence bien. Bonne chance.
Peut-être que tu as dû faire pleurer quand même la majorité de tes lecteurs-lectrices avec ce livre, parce que c'est vrai que c'est un livre qui prend aux tripes, il y a plein d'émotions dedans, et c'est vrai que ceux qui l'ont lu parmi nous, j'imagine que comme nous, vous avez dû verser beaucoup de larmes. Franchement, c'est une de mes grandes ambitions. Tu vois, Écoute, en fait, c'est vraiment, j'adore ça en fait. Faire pleurer les filles. Faire pleurer les gens parce qu'il y a quand même des lecteurs. D'ailleurs, il y en a un petit peu ce soir aussi. Même si le lecteur est globalement et statistiquement une lectrice, hein, c'est un truc qu'on sait en tant qu'éditeur. Il y a une grande majorité féminine de lecteurs, lectrices. Mais c'est vrai que ce rapport à l'émotion brute, quoi, le fait de faire pleurer, en fait, c'est vachement important pour moi. Et j'y ai pensé là parce que dans le deuxième, par exemple, je montrais des ébauches du manuscrit à mon épouse. Et il y a des chapitres précis que je pense comme des pics d'émotion. Où je me dis, là, il faut chial. Tu vois, et c'est le but, quoi. Et c'est rigolo parce que vraiment, ce rapport du lecteur, moi, j'imagine le lecteur en train de pleurer dans le métro, par exemple. C'est un truc auquel je pense souvent. Quand je fais le chapitre, si je suis arrivé au bout et que c'est un moment clé de l'histoire assez précis, là, pour le coup, mon modèle, c'est Capra, qui est un réalisateur qui est cité dans Il est juste. Il y a des pics d'émotion qui sont quasiment paramétrés en fait dans le bouquin. En fait, on voit que tu vois, au bout de 25 minutes, il y a une scène forte, et puis 25 minutes après, il y a encore une scène forte. Donc, je dis pas que, le personnage naïf, lui, quand il écrit, il pense pas trop, mais l'autre, il sait à peu près que c'est à ce moment-là qu'il faut. Et moi, j'aime bien ce rapport un peu malicieux, quoi, à l'émotion, parce que l'émotion délivrée via les personnages est très sincère. Mais il y a aussi un côté chef d'orchestre auquel je tiens. Moi, j'aime beaucoup l'idée que tout ça, ça se construit, quoi. Et d'ailleurs, là, je suis en train de travailler à un autre bouquin, un 4e, qui est une comédie. Et là, le but, c'est l'inverse, c'est de faire rire. Et c'est casse-gueule aussi, quoi. C'est vachement risqué de faire rire. Donc, je regardais Brune, et mon épouse, et je lui disais, mais t'as pas rigolé, là, et tout. Alors que, vraiment, page 5, c'est fait pour, quoi. Donc, voilà, ce rapport. Je rebondis, ça fait 2 fois que tu nous parles de métro. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer un de tes lecteurs justement dans le métro qui était en train de lire ton livre? Est-ce que tu l'as abordé? C'est mon rêve absolu. Non, mais ça, en plus, ça me fait rêver. Je n'ai jamais connu ce plaisir, ni en tant qu'éditeur, ni en tant qu'auteur. Pas encore. Pas encore. Alors que j'ai plein de copains qui m'ont envoyé des photos, des captures d'écran. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est en train de lire ton livre dans le train, dans le métro et tout. Et moi, je l'ai jamais vécu alors que j'en rêve. Tu n'es pas au bon endroit au bon moment. Non, pourtant je suis attentif. Dans le métro, je regarde vachement les gens. Alors, dans le chat, les gens réagissent en disant qu'effectivement, on est ému, mais on rit, on sourit. Il y a beaucoup de sourires et beaucoup d'humour et de douceur aussi dans ce roman. Est-ce qu'on lirait pas un premier extrait, puisque tu as été d'accord pour nous lire des extraits, et on aimerait bien que tu nous donnes le ton de ton livre. Ça te va? Alors, mais très bien. En revanche, il faut complètement que tu me rappelles quelle page, parce que je ne sais plus du tout ce qu'on s'était dit. Oui. Alors, attends. C'est de la page 12 à la page 128. Oui, mais ça, c'est ça. J'ai les pages, mais dans le format poche. T'as quel format? Ah, oui, non, je l'ai. Attends, je l'ai aussi. Hop. Alors, attends, je vais te dire. De toute façon, je vais l'afficher aussi. Le format poche qui est sorti chez J'ai lu. Avec la Avec une couve qu'on peut pas rater, là. Les couleurs, dis donc, c'est péchu. Hein. Ça s'appelle un Pantone. C'est une couleur en teinte directe. Absolument. Et ça, c'est assez classe. Et un choix de visuel tout à fait étrange. Voilà, en fait, on se demandait pourquoi J'ai lu n'avait pas forcément gardé la couverture initiale de l'Observatoire. Est-ce que tu sais, toi? Non, alors je suppose. Alors là, pour le coup, c'est un peu en tant que... Alors, Marie est là. Hein. Je ne sais pas si elle veut... Ah, t'es là, Marie? Je la vois dans les participants, là. Ah bon? Mais c'est pas grave, vas-y Thibaut, vas-y. Non, alors moi je pense que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas repris la couve? À mon avis, en tant qu'éditeur, c'est parce que je pense qu'ils voulaient proposer quelque chose d'un peu plus grand public. Vu que c'est une publication en poche, l'idée c'est d'ouvrir le lectorat. Ouais. Et c'est vrai que moi j'adore la couve de l'Observatoire, mais elle est un petit peu arty, quoi. Il y a un côté un peu photo léchée. D'ailleurs, c'est un photographe géorgien. Je vous remonte la couve. Opéré, enfin. Donc, je pense que l'idée de faire une couve comme ça, une couve typo, en fait, c'est un peu plus grand public, c'est plus graphique, quoi.
Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils sont quand même allés chercher un élément du bouquin qui est vraiment un détail, quoi. C'est parce que Sarah dit « je suis Méduse » au début. Donc, il fallait quand même aller chercher, quoi. Et moi, ça m'a plu qu'il soit... de toute façon, le livre de poche, c'est une deuxième vie. Donc, effectivement, je trouve que c'est assez intéressant d'essayer d'aller toucher peut-être une autre cible aussi. Oui, exactement. Exactement, c'est ça le... Alors, on démarre page 22, Thibaut, du poche. Page 22, à partir de Madame Franche Cuivré sourit en désignant... Ah, mais oui. Nick. Attendez, j'ai mon écran. Ah, mais oui, on fait ça, c'est très bien. Et jusqu'à la fin du chapitre. Ça te va? Ouais, c'est très bien. Attends, donc là, je suis là, hop, ici. Alors, évidemment, je ne suis pas au bon endroit. Est-ce que ça te va? Ouais, mais c'est parfait. Alors, ça, c'est Alors, c'est quand tu veux. Donc, c'est au tout début du roman. Ça... Ouais, c'est au tout début du roman. C'est une scène qui présente Sarah, qui la présente comme une personnalité un peu dark. Elle a 20 ans. Je situe un tout petit peu parce qu'on est en milieu du chapitre. Et en fait, à ce moment-là, en fait, elle vient de se mettre les bras en croix au milieu de la route devant une bagnole. Enfin, elle s'est jetée quasiment. C'est une tentative de suicide, en fait, en réalité. Et en fait, il y a une voiture qui s'arrête et qui l'a pas tuée, ce qui est un peu un miracle déjà. Et en plus de cette voiture sort une femme qui s'avance vers elle, lui dit mais est-ce que ça va, comment vous êtes et tout, et voilà, on va voir qui est cette femme. Et je dis juste un dernier truc avant de le lire, c'est que pour le coup, c'est pas un roman d'invention, c'est un roman de fiction, parce que je me suis inspiré de ma vie, mais en revanche, je crois vraiment avoir imaginé quelque chose, mis en scène, construit, mais je peux inventer. Voilà. Mais ça, c'est une scène d'invention pure. Parce que, en l'occurrence... Et donc, une personne est sortie de la voiture, et cette personne, elle a une frange cuivrée. Donc, Sarah l'appelle. Madame Franche Cuivrée sourit en désignant Nick Cave, qui tire une tête de croque-mort sur mon t-shirt. « Je ne suis pas sûre qu'il approuverait, » elle dit. « Hein ? Nick Cave. Ses chansons sont parfois déprimantes, mais je pense que c'est un homme qui aime la vie. Elle me saoule. Je suis à deux doigts de lui dire de me lâcher la grappe, bordel. Et à Nick Cave, et à tous les groupes que j'aime, parce que j'ai pas besoin d'elle, ni de personne. Juste qu'on me laisse me foutre en l'air si c'est ce que je veux. Quand elle fait ce truc complètement dingue, incompréhensible. On pourrait dire ridicule, mais en revoyant la scène aujourd'hui, comme à l'époque, ce n'est pas du tout ce que ça m'a inspiré. Elle se met à chanter. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true. Comme ça, au milieu de la rue, pas très fort, lentement, elle chante. Je crois bien qu'elle a un léger accent allemand. Cette chanson est une de mes préférées au monde. C'est une ballade très suave, solennelle, un brin grandiloquente du pur Nick Cave, entre le chant d'église et la complainte, mais avec ce petit rictus narquois greffé dessus qui l'empêche de virer guimauve et que j'adore. Cette chanson me fout le frisson à chaque fois. Je n'ai pas du tout envie d'être là, face à une femme aux airs d'actrice allemande, avec cette foutue frange cuivrée qui me chantonne ma chanson préférée de mon artiste préféré, les yeux dans les yeux, de sa voix rauque et très douce, et en même temps, j'ai pas le choix. Je ne peux pas regarder ailleurs, je ne peux pas filer. Elle la chante pour moi, uniquement pour moi. Elle n'a pas peur de mon regard fixé sur elle, elle se fiche de savoir si elle chante juste ou quoi. Elle chante pour moi. But if I did, I would summon them together and ask them to watch over you, to each burn a candle for you, to guide and clear your path. Elle sourit en chantant. Moi, j'ai la gorge toute sèche et ça devient presque insoutenable de la regarder parce que je sais ce qui va suivre et les mots qu'elle va prononcer. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Je secoue la tête une fois, deux fois, avec une régularité de métronome. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour entraver les larmes qui montent, ma gorge qui se noue, mon cœur qui s'emballe. Mais ça arrive quand même. Mes poings serrés à faire mal, les ongles plantés dans la chair, je détourne les yeux. Il tombe sur le pare-choc qui a failli m'emboutir, encore vibrant. Elle n'a pas coupé le moteur. Je reviens sur elle. Elle reprend son souffle avant le refrain, avant les mots que je redoute. Et là, ça fait vraiment trop mal. Alors je ferme les yeux
D'un bloc, ma tête se remplit de tout ce qui m'écrase, m'étouffe et m'interdit d'être une jeune fille gaie de 20 ans comme tant d'autres. Je rouvre les yeux. Madame Franche Cuivré m'adresse un gentil sourire navré. Elle secoue la tête, elle aussi, en rythme avec moi, mais pas pour dire la même chose. Elle poursuit. Into my arms, oh Lord, into my arms. Les larmes sortent. Putain, elles jaillissent carrément. J'ai les joues trempées, rien de poings sont si crispés que je tremble de partout. J'ai l'impression de n'être qu'un long sanglot qui déborde. Arrêtez, arrêtez ça. Et elle s'arrête, mais seulement parce que la chanson est finie. Il n'y a rien à ajouter. On reste une éternité à se regarder dans le blanc des yeux comme deux connes. Elle, avec son air de sainte désolée de m'avoir infligé ça, mais c'est pour ton bien. Moi, ruisselante, la vraie loque. Vous allez rire, elle dit. Je suis psy. On dirait un film, vous ne trouvez pas? Et là-dessus, en inclinant la tête, elle m'ouvre les bras. Je tombe dedans. C'est chouette, on a eu la chanson avec. Ah ouais, c'était génial. Alors, j'ai jamais lu celui-là, en fait, avant. Ça faisait drôle parce que... ouais, parce que... Enfin... Ça fait drôle parce que c'était vraiment une scène de pure invention, celle-là. Donc, puisqu'on est entre nous et qu'on se dit tout, hein, c'est inspiré d'une anecdote, en fait, qui est plus ou moins vraie et tout. Je sais qu'il y a une voiture et qu'il y avait un psy dedans. Enfin, ça, c'est vrai. Mais tout le truc autour de Nick Cave, c'est vraiment un délire orchestré, quoi. Donc, ouais, ça m'a fait drôle de le lire, en fait. De voir la façon dont ça s'est recréé en une scène qui existe maintenant. Mmh. Et c'est hyper émouvant, je trouve. Tu le lis très bien. Est-ce que tu as déjà fait une lecture musicale de ton livre, par exemple? Un jour, j'ai eu la chance d'assister à ça pour un autre auteur, un autre roman, et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et là, je me disais que ça rendait bien. Quelqu'un me l'a proposé il n'y a pas longtemps de faire une lecture. Ouais, j'aimerais bien un truc un peu rock, ça me plairait bien. Ah ouais, il y a un truc à faire, je crois. On lance un appel. Moi, je voulais savoir combien de temps tu avais mis à sortir ce livre de tes tripes. Alors, ouais, ce livre-là, c'est quand même très particulier parce que voilà, je l'ai écrit vraiment tous les jours. Enfin, chaque jour, j'ai écrit un chapitre ou un demi-chapitre entre 23h et 2h du matin. Ce qui est assez précis, en fait. C'est 4 heures, 3 heures par jour, quoi. Et c'était quand mes enfants étaient couchés et après qu'on avait eu dîner avec ma compagne. Ça, c'est un passé surcomposé, d'ailleurs, que je viens de remplir. On avait eu dîner. Et donc... c'est un apéro sponsorisé par Becherel, hein, juste. Il y en a un à gagner, d'ailleurs. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que au début, quand j'écrivais les premiers chapitres, la part naïve de moi-même disait bon, bah, j'écris un chapitre, mais en fait, je n'en écrirai pas forcément un demain, quoi. Et le lendemain, quand j'écrivais le chapitre suivant, je me disais, oh, je sais pas si je vais avancer. Puis à un moment, il y a un plan qui s'est mis en place, assez précis, assez rigoureux, et donc, c'est tombé jour après jour. Et là, au début, quand j'avais fini un chapitre, le lendemain matin, je le montrais à mon épouse. Et puis assez vite, elle a arrêté de suivre parce que voilà, il fallait que j'enchaîne, quoi. Et finalement, ça a fait que la V1, ce qu'on appelle la V1 en édition, quoi, je l'ai tombée en 3 mois. J'ai tombé très 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 vite. Après, j'ai fini par l'envoyer à quelques éditeurs. Et à partir du moment où j'ai eu des réponses positives, et notamment celle d'Observatoire avec qui j'ai enclenché l'aventure, on a retravaillé le texte et tout, mais c'est vrai que globalement, ça a été très rapide, en fait. Beaucoup plus que sur le suivant, ou encore plus sur le troisième, là où il y a eu vraiment plus de retravail édito, quoi. Celui-là, ça a été très ramassé, très condensé. Et puis, il a eu un accueil délirant, il a eu des prix. Comment ça s'est passé, du coup, la sortie de ce livre? Parce qu'il n'était pas attendu, puisque c'est ton premier roman, donc tu débarquais, on te connaissait en tant qu'éditeur, mais pas en tant qu'auteur. En pleine rentrée littéraire de janvier, où on a 1000 livres à lire. Oui, c'est vrai. Alors, les éditions de l'Observatoire ressemblent beaucoup aux éditions Sarbacane, auxquelles je participe, au sein desquelles je travaille, dans la mesure où c'est une maison d'édition qui travaille d'abord et avant tout avec les libraires. Donc, et ça, c'est vrai que, enfin, je pense que vous les connaissez comme vous êtes des lectrices et lecteurs très aguerris. Vous voyez un peu les maisons genre Gallmeister, côté littérature étrangère, qui font bien ce travail-là,
qui savent travailler avec les libraires. Qui connaissent leurs libraires et qui savent à qui envoyer quoi. Ouais. Exactement, et qui vont les soigner, en fait, qui vont tout de suite s'occuper d'eux avant de se dire on va l'envoyer à la meuf du Pré-Goncourt, quoi, en fait. Vous voyez, c'est ça le truc. Et donc, Dana et Lise, qui sont mes éditrices, elles ont d'abord travaillé le livre auprès de certains et certaines libraires de confiance. Voilà, de confiance, ouais. Mais moi, comme je vous le disais, j'étais heureusement d'ailleurs, je me dis, hein, j'étais très naïf, quoi, en fait. C'est-à-dire que j'ai rien vu venir. Au début, en tout cas, je suis parti comme ça, bille en tête, en me disant, bon, on verra bien. Et peut-être que tu n'attendais pas grand-chose non plus de l'accueil, enfin, tu n'avais rien prévu, en fait. En fait, je sais pas très bien jusqu'à quel point on se ment dans ces cas-là, surtout moi, comme j'ai deux parts dans ma tête. Ouais. Parce que, évidemment qu'on a envie que ça marche en même temps. On a quand même envie d'être reconnu pour ce qu'on a fait, on a envie de pas se tromper. Moi, je l'ai quand même envoyé, avant même de l'envoyer à mes éditeurs et éditrices, je l'ai envoyé à quelques auteurs et autrices de confiance. Parce que je vois qu'il y en a une parmi nous, c'est pour ça, qui est là, qui est une de mes plus grandes autrices en plus, qui s'appelle Clémentine Beauvais. Et j'avais besoin d'abord et avant tout de le faire lire à des gens comme ça que j'estimais énormément et dont je me disais, bon, il faut déjà que je me présente face à mes pairs, presque, en fait. Tu avais besoin d'un aval professionnel, hein. Ouais, un petit peu. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Puis des gens que j'avais accompagnés pendant des années en me disant que moi, je m'étais jamais mis en avant, enfin, de ce point de vue, quoi. Et je crois que j'avais d'abord besoin de voir ça, en fait. Donc, c'était une première étape, en fait. Cette première étape, une fois cette première étape franchie, j'étais moins inquiet à l'idée de l'accueil des autres, quoi. Donc, tout ce qui est venu en bonus, en fait. Bah, t'as pas eu pas mal de bonus, du coup. Ouais, alors justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui est marrant, c'est que dans un premier temps, c'est venu que en bonus, et dans un deuxième temps, il y a un truc qui s'est un peu réveillé, auquel je fais beaucoup plus attention maintenant, c'est qu'en tant qu'éditeur, je connais le circuit du livre. Donc c'est compliqué en fait de réussir à se détacher complètement de ça, tu vois, et de pas dire à ces éditeurs, mais on en est où là, des chiffres GFK, enfin tout ça c'est de la cuisine interne, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas activé tel contact presse, machin. Ça, il faut réussir à s'en défaire et à se dire, en fait, là, je suis censé être un auteur. Je me mets dans les mains de mes éditrices. Je suis pas censé leur apprendre leur métier, quoi. Je suis pas censé, je suis un auteur. Oui, mais tu vois, je suis pas. Et ça, t'as réussi à laisser faire ta maison d'édition? Là, sur le deuxième, vraiment, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Le premier, il y a un moment où j'étais super chiant. Il y a un moment, je me suis dit, si moi, j'avais un auteur comme ça, je me dirais, ah non, ça suffit, quoi, c'est relou. Parce que j'avais tendance à leur dire, notamment après le passage chez Ruki, je disais, ouais, tiens, maintenant, il faut qu'on réactive tel contact, il faut qu'on... Voilà, je faisais ce que font les éditeurs, et c'est normal qu'ils le fassent pour leurs auteurs, en fait. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment, je le faisais pour moi-même, donc ça marchait pas, en fait. Donc, j'ai réussi, sur le conseil de mon épouse, j'ai réussi à relâcher la pression. Et là, sur le deuxième, je suis beaucoup plus cool. Je prends ce qui arrive de façon très, très détendue, quoi. Et quel est le souvenir le plus fou de la promo du premier, alors? Tu parlais de Ruquier, c'était un super souvenir? Ouais, Ruquier, c'était un super souvenir quand même. Parce que, ouais, c'était vraiment un super souvenir parce que d'abord, je n'y croyais pas, enfin, je pensais pas du tout que ça allait arriver, ce truc-là. Parce que mon attaché de presse m'avait dit, ah, c'est marrant. Je m'en souviens, elle m'a dit, l'équipe de Ruquier m'a ambiancé. Petit mot comme ça, de gens qui sont plus jeunes que moi. Je me dis, ah, d'accord. M'a ambiancé, bon. Et je pensais pas du tout que ça arriverait, quoi. Et en fait, donc, l'invitation se concrétise et tout ça. Et en fait, j'avoue que j'ai adoré ça. Ça m'a beaucoup plu de passer à la télé et puis de pouvoir je sais pas, dire ce que j'avais à dire dans t'exprimer, ouais, sur le sujet. Ouais, et en plus, j'ai eu du bol parce que je suis tombé face à une chroniqueuse vraiment super. Est-ce que tu avais peur en y allant? Ouais. Quand on va chez Ruquier, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Pas sous sa casse? Ouais, alors, de ce point de vue, non. Le côté polémique ou les chroniqueurs malveillants, ça, j'y croyais pas trop parce que c'est plus tellement la cape de Ruquier depuis quelques années. Et puis, en fait, ça me faisait pas trop peur. Mais en revanche, je suis relativement émotif. Je savais que je pouvais trembler. Enfin, d'ailleurs, j'ai tremblé à l'écran. Donc, ça m'a impressionné un petit peu. Mais j'avais un petit peu peur aussi de tomber face à des gens qui m'auraient uniquement ramené justement sur le témoignage.
qui m'aurait dit, bon, bah alors, vous avez raconté votre histoire, c'est dur ce que vous avez vécu, vos enfants, comment ils vont, enfin, ça m'aurait vraiment pas plu, quoi. Et en fait, heureusement, il y avait donc Amnous Shalmani, elle s'appelle, qui était un des deux chroniqueurs, enfin, la chroniqueuse, et il y avait un autre chroniqueur, et elle a été extraordinaire, quoi. C'était vraiment une lectrice. On a parlé de Dumas, on a parlé de Stephen King, même s'ils l'ont coupé au montage, enfin, donc c'était vraiment très bien, quoi. Et là, du coup, visibilité encore plus énorme sur les futurs lecteurs. Et là, tout ça. Après, tu as les prix qui sont tombés. Et les prix, voilà, tout ça est venu à peu près dans le même laps de temps. Une émission comme celle de Ruquier ou comme celle de François Bunel, c'est un peu le même genre d'impact. Ça produit des accélérations tout de suite en vente. Nous, concrètement, en fait, on avait déjà construit quelque chose de très beau et de très fort avec les libraires, et on a mis dans les mains des libraires une arme supplémentaire, en fait. Le passage de Ruquier, c'est ça que ça a fait. D'un coup, voilà, on a triplé le nombre de ventes par hebdomadaire. Ça a rassuré un peu tout le monde, quoi. C'est un propulseur, et puis, le confinement a mis un petit coup de frein là-dessus. Bon, ça, c'est la life. Oui et non, hein, parce que moi, je l'ai lu pendant le premier confinement. J'ai été obligée. Au Descarreau, elles m'ont dit, si tu le lis pas, on ne parle plus. Donc, je me suis dit, bon, je vais le lire. Et puis après, elle a été obligée de nous dire qu'elle l'a aimé. Parce que je confonds les deux carreaux, du coup. Ah oui. Non, c'est moi. Et oui. Moi, je l'avais pas lu parce que du coup, moi, j'étais plus branchée polar et le premier confinement m'a fait lire beaucoup de litté. En fait, j'avais besoin de douceur. Et enfin, voilà. Donc Caro et Aude me sont tombés dessus en me disant, tu vas nous lire ce livre tout de suite. Ah, c'est trop bien. Voilà. Donc, tu vois, le premier confinement, je pense que tu as peut-être récupéré des nouveaux lecteurs aussi parce que les gens se sont mis à lire. Vu que le monde s'est un peu arrêté de tourner. Il y a eu pas mal de chroniques qui ont tourné sur les réseaux sociaux à ce moment-là, je crois. Mais oui, en plus, là, c'est vrai qu'il y a un effet un peu long-seller sur ce livre, sur Il est juste, qui est assez étonnant parce qu'en litté, c'est quand même très, très rare. En fait, dans le secteur sur lequel je travaille, chez Sarbacane, c'est beaucoup moins rare. Nous, on a vu des succès se construire sur 1 an et demi, voire 2 ans et demi. Ça arrive, des livres qu'on arrive soit à faire vivre dans un deuxième temps, soit carrément sur lesquels on arrive à construire des choses pendant 2 ans, 3 ans, voilà. En litté, il arrive très souvent que tu meurs au bout de 2 mois, quoi. Si ton bouquin n'a pas du tout trouvé son public, tu disparais, en fait. Et là, c'est vrai que sur Il est juste, il y a un truc très émouvant qui se produit, en fait, c'est que, effectivement, ça dure, quoi. Et là, je vois fleurir des chroniques sur Instagram sur le grand format, pas seulement sur le poche, en plus. Ouais, c'était marrant. Je disais à Lise, à mon éditrice, je disais, mais les enfants véritables vont être jaloux parce qu'il est juste, il a quasiment autant de chroniques qu'eux, en fait, pour l'instant. Il y a quelqu'un dans le chat qui parlait des bibliothécaires aussi, qui ont beaucoup porté ce livre. Ouais, c'est très, très important, ça, bien sûr. Les conseils de bibliothécaires. Les bibliothécaires, les libraires, ouais. Et ça arrive en deuxième temps, effectivement, parce que c'est au bout de 6 mois, les achats en bibliothèque, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre ? Ah oui. Ouais, alors ce titre... Alors, oui. En fait, ce qui est drôle, c'est que ce titre, il est là depuis toujours, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'écrire ce livre et avant de comprendre que je pourrais un jour l'écrire en trouvant une voix romanesque qui était la voix de Sarah, j'avais déjà cette phrase-là, en fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai raconté à plein de copains, plein de copines. D'abord, ils l'ont vu, mais en plus, j'ai mis en fiction ma vie pendant des années, en fait, avant de l'écrire. Et je suis très souvent revenu sur cette histoire de titre, enfin, sur cette phrase. Il est juste que l'effort soit frappé. Alors ça, pour le coup, le passage du livre dans lequel Théo voit apparaître la phrase, c'est complètement vrai. C'est que vraiment, c'est passé. J'ai vraiment eu l'impression de voir une phrase s'afficher en moi comme un blason. J'étais vraiment persuadé que c'était le fruit d'une de mes lectures. Donc je croyais que c'était du Saint-Augustin ou un truc issu de la Bible. J'ai vraiment cherché dans plein de directions avant de me rendre compte que non, ça venait juste de mon esprit torturé et étrange. Pauline voudrait savoir si ça a été dur de te mettre dans la peau d'une femme. Non, pas du tout. Moi, j'ai adoré, en fait. Ça est très bizarre de dire ça comme ça. Mais alors, non seulement c'est pas difficile au sens où c'est pas douloureux, mais ça m'est facile. C'est même une forme d'évidence. Et d'ailleurs, dans le deuxième, dans Les Enfants Véritables, il y a quand même, sur les 3 narrateurs, il y en a 2 qui sont des femmes, en fait. Et
Moi, je m'aperçois que vous savez, dans les différents types de mémoire qu'on a, on est plus ou moins visuel, auditif, sensitif, etc. Et moi, je suis vraiment auditif, c'est très clair. Donc, mes personnages, d'ailleurs, je les visualise pas tant que ça, en fait. Très souvent, je leur colle des visages qui sont ceux soit de gens que je connais, un peu déformés, soit de comédiens, de comédiennes. En revanche, la voix est extrêmement présente. Je sais très bien quelle voix elles ont quand ce sont des femmes, et j'arrive à les reconnaître, quoi. Donc, la voix de Sarah, qui n'est pas exactement la voix de la compagne qui a été la mienne, c'est pas exactement la sienne, parce que c'est une voix un peu plus, plus narquoise, je pense. Je sais l'entendre, en fait. Donc, je sais très facilement la revêtir. Alors, l'heure passe très très vite. Ouais, voilà, moi je pense qu'il va falloir qu'on passe. 8h moins 20, on a bien parlé de « Il est juste que les forts soient frappés », dont moi j'adore le titre, hein, c'est vraiment le titre qui m'a d'abord accroché, je trouve qu'il est terriblement bien choisi. Et j'aimerais qu'on passe effectivement aux enfants véritables, et peut-être que du coup, on peut commencer par lire le premier extrait, oui. Comme ça, puisque justement tu disais que tu étais dans la peau d'une femme, hein, l'une des narratrices est une femme, et du coup là on est aussi au tout début du roman. Alors attends, du coup, je suis là. Alors on parlait du titre, hein, Les enfants véritables, et moi je me disais que tu aurais pu l'appeler aussi Les parents véritables, en fait. Ouais, c'est vrai. On aime bien changer les titres avec Caro, et c'est vrai que du coup... J'ai pris complètement un rebond. En plus, il y a plein de gens déjà qui me disent, mais c'est pas juste que les forts soient frappés. Tu vois, déjà ce premier titre, il est contesté parce que c'est un titre. Je conteste le deuxième, moi. Voilà. Mais bon, l'idée, c'était quand même de mettre les enfants un peu au centre parce que c'est eux l'avenir, c'est pas nous. Nous, tu vois. Alors, on est foutus. Non, on accompagne, mais on construit beaucoup moins en fait. C'est ça que je veux raconter quand même. Alors, je fais quoi? C'est le début jusqu'à... C'est le premier chapitre, jusqu'à s'y adapter. C'est les 2 premières pages. Ah, voilà, jusqu'à s'y adapter. Ah oui, c'est très bien. D'accord, ok. Mais papa, on est d'accord, c'est moi ton enfant véritable. Paul sourit sous son bonnet. On est d'accord. Cette gamine, elle ne s'arrête jamais. Va savoir où elle est allée chercher cette histoire d'enfant véritable. Peut-être sur le dos d'un livre, dans la bibliothèque. Ça lui dit vaguement quelque chose. De sa main gauche, il serre plus fort le morceau de bois qu'il sculpte, et de l'autre, il jette 3 coups de canif rapide sur l'écorce tendre, afin de se donner une idée de la forme volue pour plus tard. Entre ses doigts de bûcheron, la figurine paraît minuscule. Il la fait tourner un moment sous le soleil d'été, devinant du coin de l'œil les montagnes qui les entourent, lui et sa fille. Sa Cléo. Cléo s'est juchée sur un rocher plat bien chaud, au-dessus de lui, ses chaussures de randonnée délacées dans l'air. Elle les agite comme 2 petites balles du bout de ses mollets rondelets, pour faire sentir à son père qu'elle est impatiente d'entendre sa réponse. Il parle peu, elle le sait, mais quand les mots viennent, il faut se tenir prête, car les choses qu'il dira, elle ne les entendra de personne d'autre. Et certainement pas de moi, c'est-à-dire sa mère. Je ne suis pas dans le paysage, ni au sens propre, ni au figuré. En ce moment, je dois me trouver quelque part entre Paris et Trouville, enfin, à plusieurs centaines de kilomètres du petit village perdu dans la vallée de l'Ubaye, où Paul élève notre fille. Du reste, même si j'avais été physiquement présente, comme cela m'arrive 4 ou 5 fois par an, avec, à bien y réfléchir, une certaine régularité dans la saisonnalité de mes retours au foyer, je resterais étrangère au monde intérieur de Cléo. Je n'en suis pas fier, comme le pourrais-je, mais je me targue au moins d'être lucide. Tout comme elle, du reste. Du haut de ses 7 ans, ma fille a très bien compris qu'elle avait un père chêne, sur lequel elle peut s'appuyer pour grandir, et une mère herbe folle, dont elle ne peut que suivre du regard les gracieux envols et les atterrissages en catastrophe, sans espérer beaucoup plus qu'une conversation sur le dernier roman qu'elle a lu, ou des conseils sur la façon de se tenir à un dîner, pour ce que Cléo connaît des dîners. Je ne peux certainement pas dire que ma fille me comprenne. À son âge, ce serait impossible. Et puis me comprendre, c'est la spécialité de Paul. Tout de ses bras immenses lorsqu'il s'ouvre pour encore une fois me recueillir, à son front qui reste droit comme pour m'indiquer qu'il n'attend pas d'excuses ni même d'explications, semble dire cela de lui. Paul accepte tout, comprend tout, les bonnes et les mauvaises surprises de la vie, et cette femme bizarre qui est la sienne. Je me dis parfois que s'il avait eu le choix, il aurait préféré tomber amoureux d'une autre que moi. Une personnalité plus à son image, stable, fiable.
Mais voilà, ça ne s'est pas présenté ainsi. En pur montagnard, Paul sait que la seule manière de survivre à un environnement hostile est de s'y adapter. Alors, on retrouve dans Les Enfants Véritables Cléo, qu'on a rencontré dans Il est juste que l'effort soit frappé, Cléo et Théo. On en a un petit peu parlé avant, parce qu'on fait toujours des tests la veille. Tu nous disais que là, du coup, tu avais vraiment romancé plus que tu t'étais inspiré de la vie de ta compagne. Alors, sauf que je dirais pas romancé, parce que je suis un peu tatillon là-dessus, en fait, hein, mais j'estime vraiment qu'il est juste un roman. C'est-à-dire que j'ai beaucoup insisté, notamment face à des gens qui m'ont dit « Ah ouais, c'est intéressant, c'est un récit ». Je dis « Non, c'est pas du tout un récit, c'est un roman. C'est-à-dire que j'ai mis en scène. Il y a des choses qui se sont produites dans la vraie vie, mais je les ai complètement reconstruites, en fait. Donc, c'est voilà. Donc, c'est un préambule, mais il est juste un roman d'imagination, et Les Enfants Véritables comprend une part d'invention beaucoup plus forte. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui concerne l'enfance de Cléo, c'est purement inventé. Ouais. Et ce Paul, qui est un père assez fantasmagorique d'ailleurs, je l'ai puisé dans plein de choses différentes, quoi. Des héros littéraires. Il y a des gens qui m'ont parlé il y a pas longtemps de Viggo Mortensen dans Captain Fantastic. Et ben, ça, c'est une vraie influence, par exemple. Je me suis vraiment inspiré de ce personnage-là pour faire Paul. Ok. Alors, ton roman est construit en 3 parties. Tu vas faire le portrait de 3 parents. Alors, du coup, tu nous disais 2 femmes et un homme. Comment tu as décidé, parce que du coup, c'est une construction un peu particulière, tu avais décidé de faire ça en 3 parties. Comment s'est passé ce deuxième roman, en fait? C'était très étrange, parce que, en fait, donc, ce deuxième roman est né, en fait, alors que j'étais dans les relectures édito du premier. Je relis une scène de la fin de Il est juste, dans laquelle Cléo apparaît. Elle pousse un portail, elle entre dans une maison, elle va rentrer dans un monde nouveau, elle va rencontrer des enfants qui ne sont pas les siens et qui vont devenir les siens. Et d'un coup, on était en vacances, c'était l'été, en fait, je vois mes enfants jouer, je me dis, oh là là, c'est un livre, en fait, ça. Et en fait, c'est un livre assez différent de Il est juste, puisque c'est pas une histoire de combat, c'est une histoire d'adoption, en fait. C'est comment des gens qui sont des étrangers vont devenir des familiers. On construit une famille, quoi, en fait. Donc, tout ça, voilà, naît dans ma tête. Et au début, en toute bonne foi, avec naïveté, je me suis dit, je vais me lancer comme ça, quoi. Donc, j'ai écrit un premier chapitre, qui est celui-là. Et très, très vite, le deuxième, le maniaque, là, a dit, non, tu vas faire un plan de maniaque. Donc, en fait, si vous regardez ce plan, en fait, c'est un plan de psychopathe, quoi, parce que non seulement il y a 3 parties, effectivement, mais les chapitres 3, 2, c'est toujours une fête. Les chapitres 5, c'est sauve-moi. Les chapitres 6, c'est tout ira bien. Et ils se répondent en plus tous. Il y a à chaque fois un narrateur qui parle des 6 personnages qui sont concernés. Et parmi les personnages concernés, il y en a un sur lequel le projecteur est mis. Et ça va tourner à chaque chapitre. Et entre le narrateur et le personnage sur lequel le projecteur est mis, il y a un petit lien, en fait, qui est tissé. Donc ça, voilà, c'était un peu... C'est une vraie toile d'araignée. C'est une toile d'araignée. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que quand je l'ai fait, ça me semblait évident. Je savais très bien pourquoi je le faisais. Je me souviens très bien que mon épouse me disait « Mais pourquoi tu te prends la tête à ce point-là sur des... Personne ne va le voir en plus. » Tu vois. Et aujourd'hui, quand je le relis, je me dis « Wow, pourquoi j'ai fait ça ?» Je sais plus, en fait. Mais je sais que c'était important de le faire à un moment donné, parce que cette précision et cette cohérence, en fait, ça me permet de me lâcher à l'intérieur des chapitres. C'est comme, vous voyez, je construis des cages très précises, parce que dedans, je peux faire ce que je veux. Mais moi, je trouve ça plutôt, effectivement, bien, parce qu'on est encadré, et en même temps, effectivement, on fonce tête baissée. Donc, je trouve que ça se tient bien. C'est vraiment l'idée, c'est ça. Et dans la rédaction des chapitres, en revanche, je suis assez libre. Enfin, je me fie aux personnages, c'est eux qui me guident, quoi. Mais je savais grosso modo que la première partie serait plutôt consacrée à la peur, la deuxième à la colère, et la troisième à la confiance. C'était à peu près ça les grandes thématiques, et je savais à peu près que j'allais construire les choses là-dessus. Tes 2 romans, tu les as entamés avec une phrase, pareil, un peu miroir, hein, d'ailleurs, tu nous disais. Oui, et alors ça, c'était vraiment, je me suis un peu fait plaisir, quoi, là-dessus, je l'ai fait un peu exprès.
Puisque oui, la première phrase de Il est juste, c'est j'imagine que vous serez d'accord. Ce que tout le monde veut dans la vie, c'est laisser une trace. Et en fait, j'avais fait exprès d'ouvrir par j'imagine pour dire aux gens, c'est l'imagination. Et j'imagine que vous serez d'accord. C'était pour dire bon allez, on construit tous un roman ensemble. Venez, vous serez d'accord. Vous allez rentrer dans mon pacte, quoi. Et du coup, quand j'ai ouvert ma scène avec Cléo, je savais que je voulais faire parler Cléo dans la montagne avec son papa. Ça, j'avais imaginé le truc. Dans le soleil, avec ses petites chaussures de rando. Et donc, je l'ai ouvert par mais papa, on est d'accord, c'est moi ton enfant véritable. Et dans ma tête, ça veut dire, on est d'accord, c'est qu'en fait, on est passé de vous serez d'accord à on est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, les lecteurs qui me connaissaient pas, maintenant, ils sont rentrés dans mon monde, quoi. C'était ça que je voulais leur dire, en fait. Et la question qui va se poser, c'est comment on construit une famille ensemble. Oh, mais oui, on construit une famille avec les lecteurs, en fait. Je viens de le voir au moment où je le dis. Et alors oui, du coup, on précise que les enfants véritables, on reprend des personnages qu'on a déjà rencontrés dans Il est juste que les forts soient frappés. Il peut se lire indépendamment, si vous l'avez déjà acheté ou si vous comptez le lire, mais on conseille quand même de commencer par Il est juste, on est d'accord? Je sais pas trop, alors j'ai vu effectivement quelques chroniques le dire. Je pense que c'est intéressant, mais moi j'ai eu des chroniqueuses qui n'avaient pas lu Il est juste. C'est assez fort quand même, hein. C'est un tout autre retour. D'accord. Je sais pas. En fait, j'ai du mal à savoir si, tu vois, dans quelle mesure c'est mieux de faire l'un ou l'autre. Mais moi, j'aime bien aussi l'idée de voir des lectrices ou lecteurs entrer par les enfants véritables parce que, ouais, je sais pas, pour moi, Il est juste, c'est une sorte de coup de poing, en fait. Je le vois comme ça, je le vois comme un c'est comme ça que le présente J'ai lu d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai, c'est le nom de leur label. Ouais. Sur la couverture. Moi, je sais que j'ai adoré, tu vois, par exemple, il y a des scènes dans Les Enfants Véritables où tu reviens sur ce qui s'est passé dans Il est juste. Et j'ai bien aimé parce que c'est vrai que j'avais la sensation de déjà vu et donc j'avais l'impression de déjà les connaître, donc d'appréhender les choses différemment. Mais comme tu dis, à mon avis, quand tu lis Les Enfants Véritables et qu'après peut-être tu lis Il est juste, ça doit faire un tilt aussi, d'une certaine façon. Enfin, d'ailleurs, ça c'était mon petit côté. Vous connaissez la série The Affair, c'est une série, c'est super intéressant parce qu'ils font, tu vois, des scènes vues enfin, la même scène vue par deux personnages. Donc de façon différente. Et je me suis autorisé ça une fois dans Les Enfants avec un chapitre effectivement qui est construit entièrement en miroir. Donc je l'ai repris entièrement. Les dialogues sont les mêmes. J'avais hésité à les changer en fait, mais je me suis dit non en fait, parce que on avait parlé avec mon épouse, elle me disait mais en fait ils auraient même pu mal se comprendre. Enfin tu vois les mots prononcés auraient pu être différents. Moi j'ai tenu à garder les mêmes mots. En revanche, on se rend compte que ce que Théo a compris dans Il est juste est complètement faux en fait. Il s'est complètement trompé sur la réaction de Cléo. Il lui a prêté à un moment de l'arrogance alors qu'en fait elle était curieuse et inversement. Oui. Et ça, avant de l'écrire dans Les Enfants, je ne l'imaginais pas du tout en fait. Et il y a toujours deux versions de l'histoire. Et c'est ça que je me suis dit en le faisant. Et c'est marrant parce qu'en me mettant dans la peau de Cléo, c'est bien pour ça d'ailleurs que ça fait un peu comment dire, ça fait un peu Mylène Farmer de dire ça, mais quand tu te mets dans la peau d'un personnage, c'est comme il t'emmène quand même, tu vois. Et ça c'est quand même vrai, c'est-à-dire que avant d'écrire la scène du point de vue de Cléo, je pense pas que je lui aurais attribué ses pensées à Cléo. Okay. Je l'ai fait parce qu'une fois que me suis mis dans sa peau, elle regarde ce mec débarquer dans la soirée, elle trouve qu'il se la pète, non, mais qu'il est un peu dans une attitude qui l'agace, quoi. Il est agressif en fait. Et elle n'est pas agressive. Elle est jeune, elle est pleine de vie. Elle n'a pas envie de se faire emmerder par un mec, donc elle riposte. Et c'est comme ça, d'un coup, je me suis retrouvé dans sa peau et hop, j'ai parlé comme elle, en fait. Donc, je lui ai fait dire des choses que je n'avais pas imaginées dans Il est juste, parce que dans Il est juste, j'étais dans le point de vue, pour le coup, de Théo, qui voyait une jeune fille qui lui plaisait. Donc, voilà. Enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que le fait d'entrer dans l'incarnation d'un personnage conduit complètement le récit que tu vas créer. C'est vraiment très, très fort, en fait. C'est une empreinte très, très forte. Alors que moi, j'avais tendance à me moquer un peu des écrivains qui disaient ça. Tu sais, genre, je suis rentré dans la peau de mon personnage et tout. Mais en fait, c'est quand même assez vrai. Alors, dans Les Enfants Véritables, il y a un grand panel de personnages, aussi bien enfants que parents. On se retrouve forcément dans un des enfants, un des parents. Enfin, vraiment, tu parles à tout le monde, en fait. Et ils ont des vraies personnalités. Ils sont très marquants, je trouve. Et moi, j'adore faire parler les enfants.
Parce que, en plus, je trouve que très souvent, c'est un truc qu'on fait pas vraiment. En fait, tu vois, il y a plein de romans, y compris des romans que j'aime d'ailleurs, dans lesquels je trouve que les voix des gamins, elles sont un peu bidons, en fait. On ne sait pas faire, en fait. Oui, c'est pas faire. C'est ça que Ouais. tu dis. Oui. Non, mais c'est pas faire aussi au sens où c'est pas fair play. C'est-à-dire que c'est pas leur rendre justice. Très souvent, on rend pas justice aux voix des enfants. Tu vois, soit on les fait causer comme des petits philosophes, alors que ils sont pas comme ça les mômes, quoi, dans la vraie vie. Soit c'est complètement gnangnan, genre Arnold et Willy, tu vois, ils ont tous des cheveux sur la langue et ils disent tous des trucs un peu bébêtes. Et je trouve que c'est très intéressant de trouver le dosage, en fait, avec ce que font les mômes réellement. C'est-à-dire que non, ils vont pas te sortir une vérité platonicienne comme ça. En revanche, parfois, effectivement, ils arrivent à dire juste le truc qu'il fallait au moment où il fallait, ou le truc qui te désarme complètement au moment où tu t'y attendais le moins, quoi. Et Camille, par exemple, dans Les Enfants Véritables, c'est un régal, quoi, à écrire, parce que elle est comme ça. Elle dit juste la petite phrase qui te fait tomber par terre, quoi. Une maman, ça dit la vérité. Enfin, c'est ce qu'elle dit, par exemple. Alors moi, je veux savoir, tu nous parlais de ton 3e roman qui était déjà terminé. Est-ce qu'on va retrouver du coup quelques personnages? Est-ce que tu changes complètement? Ouais. Le 3e, c'est un pur roman d'invention, pour le coup. En revanche, rassurez-vous, ça parle aussi de la mort. Merci. Ouais, c'est pas rigolo. Mais il a un éclairage un peu plus fantastique. Il est assez, je pense qu'il est assez étonnant, celui-là. Et ça met en lien un homme qui meurt dans sa cuisine. Ça commence comme ça, en fait. Ça commence par un homme qui meurt tout seul dans sa cuisine, dans un chalet en montagne, mais il est loin de sa famille, il a rompu les ponts avec tout le monde et tout, et il meurt. Et ça ne fait que commencer pour lui. Et puis, parallèlement, il y a une autre histoire qui met en scène une petite fille qui est très malheureuse parce que sa maman vient de se faire interner parce qu'elle a fait un choc catatonique, qu'elle a laissé catatonique, et elle ne sait pas pourquoi, et elle est très triste, et elle veut comprendre ce qui se passe. Et ça met en lien ces deux personnages, sachant que le vieil homme, qui s'appelle Léonard, comme ça je vous dis tout, va revivre des séquences très importantes de son existence passée, mais à l'état de fantôme un peu, en fait. Donc du coup, littéralement, c'est intéressant parce qu'il les revoit à la fois en tant que personnage externe et en tant que personnage interne. Donc du coup, je me suis fait une double narration très marrante, quoi. Est-ce que tu as déjà un titre choc ou pas encore? Ouais, j'ai un titre, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. C'est toi qui décides. Non. Il faut vraiment, vous ne le mettez pas sur les réseaux sociaux et vous. Non, mais garde parce qu'on va mettre le replay. On ne peut pas être responsable. Et ah oui, mais il sera dans le replay. Ouais. Ah non, je peux pas. Il y a un replay et tout. Et donc, du coup, tu es très prolifique. Tu nous parlais déjà d'un 4e roman aussi. Donc là, j'allais dire, en fait, pendant des années, tu n'as pas écrit, puis maintenant que tu t'es d'une façon libérée, en fait, tu y prends goût, tu as souvi ce désir. Ah, mais alors, mais même ça me, comment dire, comme je vous disais, il y a cette part naïve qui ne voit rien, donc il comprend rien, mais c'est vrai que c'est même drôle, quoi. C'est qu'à un moment, dès que je trouve un moment de libre, j'écris. Là, j'ai pris le train avec mes enfants il y a quelques jours. Et Clémentine, non, n'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Dans le chat, il y a Clémentine qui dit n'importe quoi. J'ai pris le train avec mes enfants et je leur ai dit attendez, je vais écrire 5 minutes, quoi. Et on allait à Aix-en-Provence. J'ai relevé la tête, on était arrivés. J'ai écrit 3h30. Et là, j'étais avec les 2 grands en l'occurrence. Et ils ont été sages pendant 3h30? Ah ouais, mais en plus, tous les 2, ils m'ont dit genre, bon, bah, ça, t'as bien écrit. J'étais, je suis désolé, les chéris, j'ai pas du tout fait attention et tout. Et ils étaient pas du tout surpris. Ils avaient préparé leurs affaires, leurs bouquins, machin. Donc, voilà, c'est pour dire que c'est sûr que là, il y a un truc qui s'est un peu révélé, quoi, qui m'amuse beaucoup parce que je suis à fond, je suis très excité. Nous, en tant que lecteur, on est très heureux si tu continues à nous livrer des romans comme ça tous les ans. Ça me fait penser, Thibaut, tes enfants, ils en ont pensé quoi, justement, que tu te lances dans l'écriture et avec Il est juste, justement? Bah, en fait, il s'est passé un truc très émouvant. Il nous reste 3 minutes avant la fin de la rencontre, donc je peux vous le dire parce que c'est un truc assez fort, mais très beau, quoi. C'est que mon grand garçon, il l'a lu, en fait, Il est juste. D'accord. Il a 13 ans. Donc, c'est juste. Et c'est marrant parce que, en tant qu'éditeur, moi, j'ai lancé cette collection de romans ados où j'ai dit aux gens, à partir de 13 ans, en 5e, 4e, les mômes, ils peuvent lire tout ce qu'ils veulent. Et je me suis pris un peu des volets de bois vert à l'époque, de la part de certaines bibliothécaires, libraires qui disaient non, c'est trop tôt, il faut pas leur faire n'importe quoi et tout.
Et en fait, je m'aperçois que j'avais raison. En fait, j'avais raison. Parce que, en tout cas, je pense que quand un ado ou une ado s'empare d'un bouquin, c'est qu'elle ou il peut le faire. Et là, j'ai quand même l'exemple le plus frappant, parce que mon gamin, il s'est emparé de ce bouquin. Évidemment, je l'ai accompagné, hein, je lui ai dit, attention, hein, tu me poses des questions à chaque chapitre. Il y a des choses très touchy dans ce livre. Hein. Puis même, il y a des choses aussi... voilà, c'est pareil, on est entre nous, je vous le dis, mais qui vont... Vous savez, quand un écrivain pose une histoire, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Par exemple, s'il dit du mal de sa mère, elle va être triste. S'il dit qu'il a rencontré une jeune femme alors qu'il était avec une jeune femme, comment les enfants vont réagir? Toutes ces choses-là qui mettent en scène, qui mettent en jeu plutôt ta vraie vie, elles se posent en fait. Et je me suis aperçu que mon garçon s'était emparé de ce livre. D'ailleurs, je dis son parce que c'est devenu son livre, comme d'une fiction en fait. Donc, il venait me voir en me disant ça c'est super émouvant. Est-ce que ça c'est vrai? Parce que évidemment, il y avait ces questions-là aussi. Hein. Mais je crois il m'a dit un truc super. Au moins, il m'a dit, c'est marrant, il m'a dit, je croyais que j'allais apprendre des choses sur maman, et en fait, pas tellement. C'est pas tellement ça. Mais en revanche, j'ai vécu une histoire. Donc, c'était quand même ce que je voulais faire, quoi, finalement. Ouais, c'est joli. Ça devait être une jolie expérience pour toi, en tant que papa et auteur, d'avoir le ressenti de ton fils. Ouais, c'était très fort, et bon, j'ai appréhendé beaucoup. C'est-à-dire que j'étais quand même très près de lui à chaque soir quand il le finissait et tout. Il a été assez incroyable. J'ai l'impression qu'il a mûri de 3 ans en lisant ce livre. Enfin, ça lui a fait faire un bond, quoi, encore. Mais c'est drôle, il était quand même très attaché aussi à la forme, quoi, aux péripéties. Il a pris ça vraiment comme quand on entre dans une histoire. Ok. C'est une belle façon de communiquer d'un papa avec ses enfants aussi, je trouve. De transmettre. De parler de tout. Ouais, d'ailleurs, en fait, il y avait un peu de ça, en fait. Hein. C'était quand même aussi un petit peu l'idée. C'est marrant, cette question de pour qui on écrit, en fait. Parce que moi, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'écrivais pour eux, très clairement, pour leur donner quelque chose, mais je mentirais si je disais que c'était que ça. Parce que c'est faux. C'était pas que pour eux, c'était aussi pour vous. C'est-à-dire pour les gens que je connais pas, quoi. En fait. Et pour toi, non? Ah oui, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Ouais. Moi, je pensais que tu l'avais d'abord écrit pour toi. Ouais. Parce que, je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu. Mais effectivement, quand je me suis posé beaucoup de questions, parce que, alors pour le coup, moi j'étais au Canada à l'époque quand j'ai lu ton livre, très loin de l'actualité et de la frénésie française. Et c'est vrai que tout de suite, quand j'ai refermé le bouquin, je me suis dit, mais à quel point en fait il est vrai ce livre? Et qu'est-ce qu'il a vécu, cet auteur? Parce que ce que j'aime en fait, et pour le coup, ce que j'aime dans tes 2 romans, c'est qu'il y a des scènes, c'est des scènes de la réalité de la vie. Et donc, en fait, ça pourrait arriver à n'importe qui. Et ça sonne vrai, pour le coup. Voilà. Je trouve que tu choisis les bons mots, les mots justes. Et tu vois, je fais partie de ces parents qui pensent qu'il faut dire les choses aux enfants sans enjoliver, en disant la vérité. Et effectivement, je trouve qu'on ressent ça dans tes romans. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça m'a autant émue. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Mais... C'est chouette, merci. Sur le truc des scènes vraies, je me suis plus posé la question sur les enfants véritables. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me suis dit, bon, est-ce que ça va intéresser quelqu'un? C'est l'histoire de manteau, tu vois, quand la belle-mère engueule le gamin parce qu'il n'a pas mis son manteau dehors et tout. C'est vraiment des choses de famille, quoi, ces trucs-là. C'est des choses qu'on a plus ou moins tous vécues quand on est en famille. Et à chaque fois, pour éviter que ce soit uniquement du quotidien, j'essaye de mettre un peu d'aventure. C'est-à-dire qu'il y a quand même des spectacles, il y a des choses où les personnages deviennent un peu extraordinaires, en fait. C'est ça tu vois, comme quand César, dans Les Enfants Véritables, devient le capitaine bizarre, quoi, le prince bizarre, je veux dire. Les personnages ont tous un peu une réalité héroïque ou extraordinaire qui fait qu'on peut sortir du pur quotidien. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand même le pur quotidien, quoi. Ouais, et puis il y a ce côté malicieux de Théo, dont tu parlais tout à l'heure. Je trouve que ça fait beaucoup de bien aussi au roman, parce qu'il y a ce petit côté un peu espiègle, un peu imprévisible, qui fait que justement on est surpris en fait. Même si tu parles de la réalité du quotidien, c'est bien parce que justement ça fait qu'on est dans la réalité, mais il y a toujours quelque chose qui nous surprend. Et c'est là où je trouve que c'est très fort. Théo, c'est ça. Théo, il sert à ça, exactement. C'est l'élément de l'imprévisible. Alors, ce que je me suis amusé à faire dans le deuxième, c'est que Théo est vraiment mis au second plan par rapport à Il est juste, où dans Il est juste, il est quand même un peu un des héros, c'est Sarah, mais c'est aussi lui le héros. Et j'avais un peu même envie de casser un petit peu, en fait. Je trouvais ça assez intéressant
de rabattre un peu son caquet, quoi. Je trouve ça assez marrant. Il fait encore le malin et tout, mais c'est quand même pas du tout lui qui est au premier plan. Et il est plutôt en situation de fragilité et de faiblesse, en fait. Et ça, c'est un truc un peu baso que je me suis fait, mais qui était très plaisant, quoi. Alors, il est 20h03, on a des gens qui nous disent au revoir, qui s'en vont. Alors, on va profiter, on avait un partenariat avec J'ai lu pour vous faire gagner donc le poche de Il est juste que les forces sont frappées. On avait fait un petit jeu et du coup, on va annoncer le ou la gagnante. On te laisse l'annoncer, Thibaut. Est-ce que tu as le nom, Thibaut, sous les yeux ou pas du tout? Attends, oui, presque, attends. Résultat du tirage au sort. Parce que j'ai le prénom, mais pas le nom de famille, donc il faut que je me Moi, je le dirai sinon. Donc, c'est Isabelle, voilà. Ça, je le sais. Voilà, Isabelle Péchard. Péchard, ça y est, je l'ai, voilà. Voilà, Isabelle, tu as gagné le poche et le Elle est là, Isabelle, elle est contente. Le notebook de J'ai lu également. Écoute, c'était passionnant cette rencontre avec toi, Thibaut. On pourrait t'écouter parler et chanter pendant des heures. Ah ouais, moi, je veux une lecture musicale. Ah oui, j'ai pris des risques, hein. J'étais pas fier quand je chantais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai cru que tu parlais de Mylène Farmer. Je me suis dit, est-ce qu'il va se tenter une petite chanson de Mylène Farmer ou pas? Mais finalement, tu t'es arrêté. Et vous voyez, à mon mariage, j'ai chanté pour mon épouse la chanson de Arcade Fire, Tunnels, la chanson qui clôt Il est juste. D'accord. Eh oui. Et on fait toujours une petite photo de fin. Ah, super. Alors, si vous avez les bouquins, vous pouvez les montrer. Sinon, vous faites juste un coucou, un grand sourire. Quelque chose qui nous fait plaisir parce qu'on a passé un super moment. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir partagé notre coup de cœur pour les livres de Thibaut. Merci à toi, Thibaut, d'avoir été disponible, de nous avoir raconté plein de choses. Ouais. Merci à mes caraudes préférées parce que voilà, ce livre, il nous lie toutes les trois et j'étais ravie. La semaine prochaine. On profite juste pour dire que mercredi prochain, on reçoit Adeline Dieudonné pour la sortie de Kérosène. Waouh! Donc, c'est super. Mercredi prochain à 19h. Et puis, bonne soirée à tous. Merci Thibaut. Bonne lecture. On espère que vous allez avoir envie de découvrir Thibaut. Et grosse bise. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir. Bonne bise. Salut Marie. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée.